10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, avec Jonas Haddad, vous êtes avocat, vous êtes vice-président de la région Normandie, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Je rappelle votre dernier livre, excellent livre que je conseille à tout le monde. Parlons-nous tous la même langue, qui est paru aux éditions de l'Aube, que vous avez coécrit avec Brice Sokol. Régis de Castelnau, vous êtes avocat, on peut vous lire sur votre blog, Vue du droit. Vous avez publié également un excellent livre, Une justice politique aux éditions L'Artilleur, et vous êtes membre de la rédaction de Front Populaire. Et Cédric Nouvelot, chef d'entreprise et conseiller régional de Normandie. Oui, la Normandie est en force ce matin. Jordan Bardella, plus fort que Marine Le Pen face à Édouard Philippe, c'est un sondage IFOP. Vous créez encore une fois l'événement, cher Frédéric Dabi. On va revenir sur la naturalisation des étrangers. Bruno Retailleau veut durcir, resserrer les critères. Emmanuel Macron a annoncé hier qu'il serait sur TF1. Que va-t-il annoncer? Un référendum sur le budget comme l'a évoqué le Premier ministre. On en a assez longuement parlé hier. Puis juste une interrogation, il va sur TF1. On a un service public normalement, non? Le président libre d'aller où il veut. Non, mais c'est la chaîne la plus puissante. Il y a un moment, il peut peut-être s'interroger sur la puissance du service public et sur les chiffres. Je crois me souvenir que pour les 1 an de son élection en 2018, il avait débattu sur le service public. Voilà, bon, je ne veux pas aller au-delà. Bon, c'est moi qui ai mauvais esprit. Non, mais c'est vrai qu'à une époque, sous François Mitterrand, sous Jacques Chirac, sous Nicolas Sarkozy et François Hollande, il y avait parfois des interventions présidentielles conjointes avec une co-animation TF1 France 2, ça n'a pas été le cas. Non, ce ne sera pas le cas le 13 mai, mais c'est lié à l'anniversaire aussi de sa réélection. Alors, Jonas, un coup de cœur avant de commencer à parler de... Oui, alors moi j'ai un coup de cœur qui pourrait peut-être nous inspirer. Je lance peut-être ce matin un appel à nos deux ministres, Clara Chapas, qui est ministre du numérique et de l'intelligence artificielle, et Elisabeth Borne, une autre Normande, qui d'ailleurs est ministre de l'Éducation. Parce que j'ai regardé récemment des annonces de certains pays qui ont décidé de créer des classes et des cours en matière d'intelligence artificielle. Puisque nos jeunes aujourd'hui ont de plus en plus recours aux logiciels et aux applications d'intelligence artificielle, mais l'éducation nationale ne s'empare pas de ce sujet. Alors j'ai regardé, dans certains pays, dès la rentrée, là, dès septembre, en Chine, aux Émirats et aux États-Unis, il va y avoir des cours d'intelligence artificielle à tous les niveaux de la scolarité. Aux Émirats, par exemple, ça va être dans toutes les classes, depuis la maternelle jusqu'à la terminale, pour non seulement avoir des connaissances de base en matière d'intelligence artificielle, mais aussi à maîtriser, éviter parfois ce qu'on appelle les hallucinations de l'intelligence artificielle. Lorsque l'intelligence artificielle ne sait pas quoi dire, elle invente. Essayer de croiser les sources. Et les Émirats ont une stratégie. Ils ont un ministère dans l'intelligence artificielle, ils ont une université de l'intelligence artificielle. La Chine, pareil, va mettre 8 heures de cours sur l'intelligence artificielle, et Donald Trump, le 23 avril, a signé un décret généralisant l'éducation à l'intelligence artificielle au niveau des États-Unis. Donc nous-mêmes qui devons, et on a eu un sommet de l'intelligence artificielle, qui devons être en pointe sur ce sujet-là, qu'est-ce qu'on attend ? On attend que nos jeunes s'en emparent de façon aléatoire et anecdotique pour avoir les mêmes problématiques. Je rappelle que sur Internet, on a aujourd'hui des problèmes de jeunes qui sont de plus en plus confrontés, par exemple, à des thèses complotistes. Et on a mis du temps à rattraper parce qu'on était en retard. Là, sur l'intelligence artificielle, c'est un mouvement qui est émergent. Donc je lance un appel, je ne sais pas si on dit un coup de cœur, un coup de gueule, ou en tout cas un coup de semonce, à nos deux ministres, numérique et éducation, pour qu'elles s'emparent de ce sujet-là. Moi, je voudrais surtout qu'il y ait des enseignants qui soient payés correctement, qu'on apprenne à lire, à écrire aux enfants, qu'on lise la tribune d'Henri Guénaud et d'Alain Bentolila dans le Figaro de jeudi, je crois que je vais la citer tous les jours, qui est une remarquable tribune qui parle de la nécessité d'apprendre que les enfants aient des acquis pour pouvoir réfléchir avant même de passer au niveau. Je suis entièrement d'accord avec vous pour plus tard, mais aujourd'hui, ils ne savent ni lire ni écrire quand ils arrivent en 6e, et la pensée, elle se forme quand on sait parler. Vous qui êtes avocat, Régis, vous avez dû voir, et c'est ce que raconte Alain Bentolila, je ne me lasserai jamais de raconter cette histoire. Il se trouve, vous aussi, vous êtes avocat, dans un tribunal où, face à un juge, face à un magistrat, un jeune qui venait de voler des CD ne sait pas quoi répondre
il n'a pas les mots, il fait quoi ? Il saute par-dessus la barre ou je ne sais pas, il se déplace et il veut aller frapper le magistrat parce qu'il n'a que la violence pour s'exprimer. Donc il y a ça aussi, c'est en parallèle. C'est pas... Non, en fait, moi, je pense plus que c'est une question d'âge. Si vous voulez, c'est vrai qu'entre 6 et 10 ans, peut-être qu'ils n'utilisent pas parce qu'ils n'ont pas de téléphone. Mais à partir du moment où ils ont un téléphone entre les mains, demandez aujourd'hui aux enseignants, ils font pour la plupart aujourd'hui leur devoir sur ChatGPT ou sur Mistral. Ah ouais. Bah oui. Donc en fait aujourd'hui, non mais quand je dis oui, c'est pour votre avis, c'est une majorité des collégiens et lycéens. C'est une part restreinte. J'ai un fils qui est au collège, j'en ai un qui est en études supérieures. Celui qui est au collège, le week-end dernier, il me disait bon, j'ai passé 3 heures sur ce travail de français qu'il avait à faire sur la poésie, et il me dit mais si j'étais passé par ChatGPT, ça aurait été fini en 10 minutes, et j'ai des copains qui vont le faire en 10 minutes. Il dit moi je vais y avoir passé 3 heures. Donc il y a quand même des questions, et effectivement c'est généralisé au niveau des collégiens déjà. Donc oui, l'enseignement, savoir comment utiliser les moyens numériques, c'est nécessaire. Alors ça se fait en études supérieures. Moi, j'en ai un qui est en études supérieures. Il a effectivement cet enseignement des réseaux sociaux, de l'intelligence artificielle, mais au collège et au lycée non. Trop tard, dès le collège, ils sont déjà effectivement intégrés dedans et se posent la question. Il y a une vraie concurrence. Est-ce que je fais le boulot par moi-même ou est-ce que je vais solliciter l'intelligence artificielle ? Et ils le posent déjà au collège, en 4e, en 3e, en seconde. Ils sont déjà là-dessus. Une thèse complotiste. Les auditeurs demandent ce que c'est qu'une thèse complotiste. Je vais vous dire, c'est quand on imagine qu'il y a un complot. Que la Terre est plate, par exemple, et qu'on nous ment, que l'homme n'a pas marché sur la Lune et que tout ça a été créé en studio. Voilà des thèses, que Elvis Presley n'est pas mort. Voilà des thèses complotistes. Régis, sur l'intelligence artificielle, vous utilisez d'abord sur les thèses complotistes, il faut faire attention aussi parce que c'est une façon de disqualifier les gens qui ne sont pas d'accord avec vous, les oppositions, et de nier l'intentionnalité. Mais c'est vrai que les exemples que vous avez cités sont assez vertigineux. Comme est vertigineuse l'irruption récente et incroyablement rapide de l'intelligence artificielle. C'est un sacré défi. Et malheureusement, nous, on est dans un pays, mon cher confrère, où la catastrophe éducative nous met devant des défis difficiles à relever. Moi, j'invite tout le monde à aller... alors, les États-Unis, on connaît, ils ont la Silicon Valley, ils ont cette puissance dans ce domaine, mais ce qui se passe en Chine... C'est incroyable. C'est incroyable. Ils ont démarré, après qu'ils aient réglé le problème de leur bulle immobilière, l'explosion de la bulle immobilière, ils se la sont auto-infligés, et ils ont mis des investissements, mais colossaux dans ce domaine, et qui reposent évidemment sur l'éducation. Ils font des ponts d'or, y compris à des prix Nobel français pour venir enseigner dans leurs universités, et ils sont en train de se développer à une vitesse extraordinaire. YouTube, de ce point de vue, est un miroir, et je réutilise le mot, tout à fait vertigineux. Moi, j'essaye de m'adapter, mais l'exemple donné qui consiste à dire, bon, si je veux faire le boulot tel qu'on me le demande, je parle d'un écolier, je vais passer 3 heures, alors que ChatGPT va me le faire en 10 minutes. Je reconnais que j'ai abandonné Google et que je me sers, mais tous les jours, de ChatGPT, tous les jours. Oui, c'est devenu... c'est sensationnel. C'est exceptionnel. C'est assez vertigineux, comme vous le disiez. Mais vous avez raison, il faut apprendre à s'en servir. Pour apprendre à s'en servir, il faut aussi avoir du discernement et comprendre les choses. Vous avez fait des enquêtes sur... Oui, l'intelligence artificielle, on commence à faire des enquêtes. On s'en sert, nous aussi, dans la qualité de contrôle de nos échantillons. L'IFOP a signé un partenariat avec une start-up qui s'appelle Fergène là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut une éducation à l'IA, il faut une éducation aux médias. Grâce à vous et quelques émissions, il faut une éducation aux sondages, savoir les lire, savoir les analyser, arrêter les fantasmes et les complots sur l'outil sondage. Et là, il y a encore beaucoup de boulot aux deux extrêmes du spectre politique, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais effectivement, l'éducation aux médias, au sens très large, est absolument fondamental. On a toujours eu un temps de retard. Moi, j'étais en école d'ingénieur première année, on commençait à nous indiquer qu'on pourrait avoir un email, c'était en 97. Ma femme qui faisait ses études en Écosse avait déjà un email depuis 3 ans avant.
Donc on a toujours un temps de retard. Là, pour l'intelligence artificielle, c'est effectivement, l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir les fondamentaux, les acquis fondamentaux, bien sûr, l'enseignement fondamental, mais en parallèle, ils pourraient tout à fait faire des devoirs aussi, en leur disant, voilà, vous allez nous faire un devoir cette fois-ci, avec l'intelligence artificielle, faites-nous un projet, alterner les deux, et faire qu'ils puissent développer finalement des compétences complémentaires. Mais on a toujours un cran de retard. Quand il y a eu le développement de l'informatique et de la programmation, on n'enseignait pas à programmer. Maintenant, ils enseignent tous, ils font des lignes de code, ils apprennent à programmer à l'école, mais il a fallu attendre 10 ans, donc il y a quand même toujours on a toujours une inertie assez forte. Bien sûr. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Santé, bougez plus. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Nous continuons notre tour de table de ce qui a retenu votre attention dans l'actualité. Régis, on voulait traiter ce sujet, donc ça tombe bien que ce soit votre coup de gueule. Je vous laisse... oui, on l'avait mis dans notre liste... Dans notre liste de sujets à traiter. Juliette m'a dit non, Régis va le faire, donc on va pouvoir débattre avec vous. C'est la venue, la visite d'Ahmad El-Chareh à Paris. Jolani, je ne sais pas comment exactement on l'appelle. Alors donc je vais rappeler que c'est lui qui a pris le pouvoir en Syrie et que c'est un ancien djihadiste, mais un meurtrier connu. On l'a vu, il y a des vidéos où on le voit participer à des massacres absolument abominables. Alors maintenant, il a un costume et il dirige la Syrie. Je comprends très bien que on recherche la stabilité, qu'il n'est pas anormal qu'on essaie d'avoir des rapports avec ce nouveau pouvoir. Le problème, c'est que depuis qu'il est arrivé dans ses fonctions, les massacres continuent. Et les massacres qui étaient déjà sont faits auparavant dans ses anciennes fonctions. Il y a eu le massacre des Alaouites, toutes les vidéos, c'était épouvantable. Il y a eu récemment le massacre des Druzes, ce qui a forcé Israël à intervenir, parce qu'ils ont des Druzes chez eux, et ils tiennent beaucoup à leur soutien. Et le premier pays que ce djihadiste, ce terroriste va visiter, c'est la France, et il est reçu demain par Emmanuel Macron. Je trouve ça, comment dire, je cherche un mot, et je répète que je comprends très bien, c'est la diplomatie, on est dans une situation complexe au plan géostratégique, il n'empêche quand même qu'il y a des principes qu'on doit respecter. Et celui-là, il est simplement violé. On ne reçoit pas des gens qui ont les mains couvertes de sang en étant le premier à le faire. Oui, mais est-ce qu'il y a une forme de naïveté quand on voit le président français, donc l'Élysée redira le soutien de la France à la construction d'une nouvelle Syrie, une Syrie libre, stable, souveraine, respectueuse de toutes les composantes de la société syrienne. Mais bien sûr, il est gentil, monsieur El-Chareh. Qu'est-ce que vous en pensez, Jonas? Moi, j'ajouterais que quand même, on a eu la dernière fois la visite de Jean-Noël Barrot, qui allait rencontrer ce monsieur, que ce monsieur a refusé de serrer la main à la personne qui était, je crois, qui était allemande, qui était avec lui. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Brigitte Macron sera sur le perron, est-ce qu'il lui serrera la main? Deuxièmement, vous parliez des minorités qui ont été massacrées. Je pense aussi aux minorités chrétiennes. On a eu des vidéos sur Internet massives. Ben oui, mais vous voyez, Régis, vous les avez oubliés, je sais que c'est pas volontaire. Mais tous ceux là qui parlent de génocide à tout bout de champ, ils sont où là lorsque des chrétiens sont massacrés en raison de leur foi? Et tous ceux qui se revendiquent du mouvement LGBT, et parfois à juste titre, parce qu'eux-mêmes subissent des discriminations, ils sont où lorsqu'il y a des vidéos d'homosexuels qui sont dans des voitures tabassées par le nouveau régime et lapidées? On les entend pas? Non. Pourquoi? Parce que c'est la Syrie? Et donc on reçoit ce monsieur, en grande pompe, qui a massacré toutes ces minorités-là? Parce que pour reprendre et qui continue de le faire. Pour reprendre ce que dit Régis, c'est la diplomatie. Mais justement, il y a des diplomates pour faire le boulot. Et c'est pas forcément au président de la République de recevoir. On peut tout à fait avoir une action via la diplomatie, via les diplomates locaux pour faire ce travail, tout en gardant quand même une certaine distance du fait, effectivement, tous les massacres qui ont été faits. Je disais quand même pour les Alaouites, c'est 1700 morts, quoi. Quand même, c'est pas anodin, quoi. Donc, et il n'y a pas effectivement ce recul. C'est toujours de l'amateurisme, la diplomatie Macron, toujours son habitude de penser qu'il va pouvoir régir le monde de la même façon qu'il a malheureusement maltraité la France, quoi. Oui, Frédéric. Oui, en tout cas, l'opinion publique est toujours
choqué par ce type de déplacement. Je me souviens du trouble quand Kadhafi était venu en France, quand Bachar el-Assad avait été reçu en 2008 pour les cérémonies du 14 juillet, dites-moi si je me trompe, il avait assisté au défilé en 2008. Quand on avait travaillé sur les 100 jours de la présidence Macron en 2017, toutes les différentes décisions avaient été saluées majoritairement par les Français, sauf la visite à Versailles de Vladimir Poutine et le dîner avec Donald Trump. Bon, je ne mets pas les États-Unis comme une dictature, mais en tout cas, voilà, on a une opinion très sensible à la question des droits de l'homme, des droits humains, et bien sûr, il y a la réelle politique, bien sûr, il y a la nécessaire diplomatie, mais l'opinion publique est, voilà, je dirais, toujours assez sévère dans un contexte où, ne l'oublions pas, les questions internationales maintenant intéressent très, très, très fortement les Français. L'époque où ça ne concernait que des personnes diplômées, âgées, ayant un capital culturel élevé est complètement révolue, parce que les gens nous disent dans nos enquêtes, notamment celles pour IFOP Fiducial et Sud Radio, que ce qui se passe dans le bureau ovale, ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe même au fin fond de la forêt amazonienne peut avoir des impacts concrets pour notre vie quotidienne. Bien sûr, et je vois dans un article, le chef de l'État français avait invité début février le dirigeant syrien de transition à se rendre en France, et il avait ensuite conditionné cette invitation à la formation d'un gouvernement syrien inclusif de toutes les composantes de la société civile et à des garanties sur la sécurité du pays, tout en jugeant tout à fait positives les premières discussions. On en est où? C'est-à-dire, Régis, peut-être que vous avez suivi un peu plus. C'est quoi le gouvernement syrien aujourd'hui? Est-ce qu'il est inclusif comme on le dit? Est-ce que toutes les composantes de la société civile sont réunies? Est-ce qu'il a fait preuve de bonne volonté? Est-ce qu'il a arrêté de massacrer les chrétiens? On a du mal, on met des conditions et on reçoit... alors peut-être Jonas avait levé le doigt avant vous. Oui, non, en fait, moi ce qui me choque toujours aussi, c'est que, bon, on en parlait tout à l'heure, mais toute une partie du spectre politique français passe son temps, et d'ailleurs même jusqu'à hier, à s'inquiéter de Donald Trump et de sa remise en cause des programmes de diversité et d'inclusion, même dans les universités. Mais là, je veux dire, c'est pas qu'on doit s'inquiéter, mais c'est qu'on doit être horrifié. Et pourtant, vous allez voir que tous ces gens-là vont se taire. Vont se taire. Parce qu'en fait, ils considèrent, si vous voulez, c'est ça qui est très bizarre. Je reprenais la dernière fois le même parallèle avec l'Algérie. L'Algérie nous insulte matin, midi et soir. Détient Boualem Sansal. Nous explique qu'en gros, notre modèle est un modèle dans lequel on est des racistes, etc. Change l'hymne national pour y mettre un couplet anti-français. Mais pourtant, les gens sont obsessionnels sur Trump. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui menacent fondamentalement ce que nous sommes et on ne veut pas regarder. C'est assez curieux. Et il y avait une enquête du Monde qui avait enquêté sur les exactions commises contre des civils en mars 2025. Et ces vidéos montrent que les hommes de l'homme fort de la Syrie étaient bien impliqués dans le massacre des Alaouites. Donc je ne vois pas quel gage il a apporté pour mériter d'être reçu, Régis. Ben oui, voilà. Donc, je rappelle que c'est un des exemples du djihadisme le plus brutal, le plus meurtrier. C'est pas n'importe quoi. C'est pas n'importe quoi. Ça nous renvoie au Bataclan. Je prends que cet exemple. Il y en a d'autres, ou à Charlie. Et donc, il en est le représentant, qu'on le veuille ou non. Et qu'on vienne pas me dire que depuis qu'il a réussi à prendre le pouvoir en Syrie, les choses se sont arrangées et sont très différentes aujourd'hui. Oui. Alors il y a bien évidemment une volonté de stabiliser son pouvoir, mais sur le fond, et puis après, il y a la dimension symbolique, il y a le signe envoyé, et vous avez tout à fait raison de signaler que personne ne va rien dire. Enfin, et alors ça, sur Donald Trump, lui, il va avoir droit à sa petite fête. Alors, tiens, Valérie, j'ai choisi parce qu'il m'apparaissait plus grave, j'ai choisi ce coup de gueule. J'en avais un autre, mais bon, qui était plus anecdotique. Et j'allais dire du mal de Donald Trump, hein, ça m'étonne de vous.
Ah bah voyez, oui, vous avez censure en direct. Non mais je pense que Régis va parler de la réouverture d'Alcatraz, de la prison d'Alcatraz. C'est un jeu en fait. Il faut trouver la. Il faut trouver, voilà, c'est ça. Il est bloqué, freeze, donc on va essayer de retrouver. Puisqu'Alcatraz est fermé depuis. Régis, on vous avait perdu, vous avez été censuré, vous avez prononcé le nom de Donald Trump et là l'image s'est arrêtée, le son, plus de son, plus d'image. Ça y est. Donc Frédéric a deviné ce dont vous alliez nous parler, la réouverture d'Alcatraz. Non, j'ai perdu. Il a perdu. Pas du tout. C'est quand Donald Trump a dit, donc vous savez, il a son propre réseau social à lui, et il a fait tout un communiqué pour dire nous avons gagné les 2 guerres mondiales, la première et la deuxième. Donc, alors, les Russes ont répondu, mais nous on n'a pas répondu. Emmanuel Macron était occupé à s'occuper du conclave et de l'élection roumaine. Il a oublié de dire que Régis, est-ce qu'il est obligé de répondre systématiquement, si je puis me permettre? Non, mais là, ça concerne un peu la France quand même. Non, mais il a dit, j'ai pas suivi. Il a dit nous avons gagné les deux guerres mondiales. Dans les faits, c'est pas complètement faux, mais je rappellerai, l'IFOP, qui est le plus ancien institut de sondage, avait réalisé les premières enquêtes dans Paris libéré en 1944, après 4 ans de fermeture des autorités d'occupation allemandes. Quand on interrogeait les Français, les Parisiens en l'occurrence, pour demander quelle est la nation qui va contribuer le plus à la défaite allemande, l'URSS sortait de manière écrasante. C'était le cas aussi dans les années 50, 60 et en 1984, pour la première fois, pour les 40 ans du débarquement, cette même question posée à un échantillon de Français, d'Allemands, d'Anglais et d'Américains, on avait eu pour la première fois une majorité de Français citant les États-Unis, et c'était le cas également en 94, en 2014, et on l'avait reposé en 2024 pour Sud Radio. Frédéric, moi je parle, ok, pour la Deuxième Guerre mondiale, c'est un débat, on le connaît, et les Russes sont assez grands pour répondre, mais là je parle de la France qui n'a pas répondu parce qu'on dit, il dit en 14-18, la Première Guerre mondiale, c'est nous qui l'avons gagnée, comme on fait le plus gros effort, qu'avant été les meilleurs. Ça c'est pas vrai, historiquement c'est pas vrai. Non, c'est insultant, je croyais que vous parliez de la deuxième, Régis. Juste un mot. Sur la deuxième, on l'a perdu, nous, en 40. Non, mais je parle de la première. La première, il y aurait dû y avoir une réaction. Juste un mot pour revenir sur la visite d'Ahmed El Shara. Je vous conseille les tweets de Fabrice Balanche, ce professeur de l'université de Lyon 2, vous savez, qui a fait l'actualité, chassé parce qu'il avait demandé à ce que la rupture du jeûne ne se fasse pas dans l'université. On avait beaucoup parlé. Lui, il parle de la visite d'Ahmed El Shara en disant les Européens restent de très grands naïfs. Ils se laissent duper par Ahmed El Shara. Il reste fondamentalement un djihadiste. Il a passé près de 20 ans auprès des cadres d'Al-Qaïda. Il ne va pas se transformer en démocrate, ni même en despote éclairé. Et il a fait une vidéo sur le sujet. Donc, on peut effectivement s'interroger sur cette visite. Moi, je suis toujours surpris aussi par le manque de retour d'expérience. Enfin, vous avez la gentillesse de dire je suis industriel dans l'industrie. Dès qu'il y a des problèmes, on essaye d'avoir retour d'expérience et de ne pas refaire les mêmes gaffes. Mais Frédéric citait tout à l'heure, effectivement, Kadhafi, Bachar el-Assad. Enfin, pourquoi faire? Et puis, un oeuf le château, ça c'est quand même la honte absolue. Quand même, quelle nullité, pardon de dire ça. Et le Quai d'Orsay ce matin affirme que la situation est bloquée entre Paris et Alger. Donc on pense à Boualem Samsal qui est toujours incarcéré. 80 ans passés. 80 ans passés, effectivement. Et visiblement, les efforts diplomatiques de notre ministre des Affaires étrangères n'ont pas porté leurs fruits. Et Emmanuel Macron aussi, d'une imprudence absolue, qui il y a 3 semaines disait c'est en bonne voie, je suis confiant. Enfin, on parle de la vie d'un homme. Allez, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Il y aura votre coup de gueule, Frédéric. C'est pas un coup de gueule. Non, c'est un constat. Un constat. Allez, à tout de suite après la pub. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et de retour avec vous sur Sud Radio, et nous continuons de commenter l'actualité. On va parler de votre sondage qui fait beaucoup parler. Jordan Bardella serait plus fort face à Marine Le Pen. Pas face à Marine Le Pen. Ça c'est intéressant, ce lapsus. Oui, vous pourriez peut-être le faire. On est peut-être dedans. Ouais. Alors, vous aviez, vous, un coup de projecteur? Non, c'est un coup de projecteur. L'IFOP réalise beaucoup d'enquêtes à l'échelle nationale, à l'échelle locale. On a diffusé il y a quelques
semaines avec Frédéric Durand pour l'Inspiration politique, une enquête à 1 an des élections municipales. Mais je vois également au national à quel point l'enjeu de l'insécurité est en train d'écraser le discours spontané des Français. Moi, je suis dans des sondages comme vous le savez, mais je crois beaucoup plus au qualitatif où on fait parler les gens spontanément. À l'échelle locale, on voit que l'insécurité, que ce soit des personnes et des biens, que ce soit la question de la propreté. On sait qu'une ville propre, c'est une ville dans laquelle on se sent en sûreté. On sait à quel point la question du narcotrafic, le mot est utilisé par les gens. On en parlait tout à l'heure à une publicité sans trahir de secret. Toucher dans toujours les petites villes et grandes villes devient un enjeu majeur pour les Français à l'échelle locale, dans les communes rurales, 24% des communes françaises, dans les toutes petites communes, à 1 an des élections municipales. Une enquête, alors dans l'enquête IFOP pour Hexagone, on a 86% des Français. Alors ce n'est qu'un sondage, bien sûr, qui disent que le niveau d'insécurité a pour eux augmenté en France. 2 tiers ne se sentent plus en sécurité nulle part. C'était la phrase de Gérald Darmanin hier. Et on voit comme cet enjeu est en train de structurer le discours des Français. La dernière fois que c'était aussi fort pour moi, alors c'était 2002, ou quelques semaines avant l'élection présidentielle, c'était pour la première fois le premier enjeu. Il y a eu Papivoise, mais il y a aussi la tuerie de Nanterre, toute une série de faits. Et c'est vrai que on s'étonne. Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que c'est un sentiment ? Le rôle des médias. Hier, j'ai été assez amusé de voir BFM basculer en breaking news, en spécial, lorsqu'on a découvert malheureusement le corps de la jeune joggeuse Agathe, je crois, elle se prénomme. Voilà. En tout cas, on est sur un sujet qui préoccupe massivement les Français, un sujet sur lequel le clivage gauche-droite, je le dis, on le montrait dans le livre avec Bressocol, n'existe plus. Il n'y a pas des gens de gauche qui seraient désintéressés de cette question, des gens de droite qui seraient polarisés, et un enjeu sur lequel de plus en plus, la question c'est pas la police, c'est pas plus de forces de police, plus de gendarmes, mais une question de justice et d'insuffisante réponse pénale. Et donc en tout cas c'est un enjeu, je vois pas comment il va disparaître des radars et va être l'enjeu peut-être majeur des prochaines élections municipales. Mais je discutais ce week-end avec une personne de ma famille qui habite dans le centre de la France, dans un petit village où il n'y a jamais eu vraiment beaucoup de dégradation ni de vol. Il y a des cambriolages dans les maintenant il y a des cambriolages, des petits larcins. Il y a une forme d'insécurité qui est arrivée dans ces communes qui n'existait pas avant. Et je pense qu'en Normandie, on pense à ce qui s'est passé à Bellem avec le saccage de ce village. En fait, si vous voulez, ça vient battre en brèche cette idée un peu ringarde, un peu années 80-90 du sentiment d'insécurité. Et pardon pour mon confrère Dupond-Moretti, mais vous savez, quand il dit non, mais la France, c'est pas non plus un coupe-gorge. Vous voyez, ça c'est il y a quelques années. Voilà. Est-ce qu'il dirait la même chose ? C'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a 2-3 ans, quand il était ministre de la Justice. Ça avait beaucoup choqué les gens, puisqu'après, en plus, il y avait eu des égorgements à répétition. Deuxièmement, je suis toujours très étonné qu'on se pose encore la question de la relation entre le sentiment et les chiffres. Parce qu'à l'époque, oui, il y avait un décalage. Mais maintenant, entre le sentiment et les chiffres, il n'y a plus de décalage. Les chiffres du ministère de l'Intérieur ou ceux des criminologues sont très clairs. On a une explosion des violences et de l'insécurité, notamment dans les violences faites aux personnes. Et moi, je dis souvent sur des plateaux, et je l'avais dit la dernière fois à Jean-Luc Benamias, et il avait bugué, mais c'est vrai, ce sont les mêmes qui nous expliquent qu'on ne peut pas aller contre la science et contre les chiffres en matière de climat, ce qui est vrai, il y a un changement climatique, qui ne veulent pas regarder les chiffres quand ça concerne la sécurité. Ils disent, mais non, mais ça n'existe pas. Donc moi, je les appelle les sceptiques, quoi. Vous voyez, donc nous, du côté des Français, il n'y a plus de sceptiques, y compris à gauche, même à la gauche radicale. Il y a encore une certaine élite de gauche, et notamment proche des milieux écolos, qui, lorsqu'ils parlent de climato-sceptiques, moi je les appelle les sécuro-sceptiques. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas regarder la réalité en face, ou alors ils vous expliquent « Oh, de toute façon, l'insécurité, ça a toujours existé, ça a toujours été la même chose. » Non, ça n'a pas toujours existé. Oui, avec un degré de violence et d'atteinte aux personnes. Oui, il y a une explosion d'insécurité, et il y a à la fois un sentiment, mais qui est corroboré par des chiffres qui sont des chiffres publics et officiels. Cédric, oui, mais ça dépasse aussi largement maintenant les banlieues, on le voit bien, Frédéric le disait, mais dans les petites communes, on le vit, que ce soit en matière de drogue, que ce soit en matière d'atteinte aux personnes. Donc oui, ça s'est en plus généralisé. C'est le degré de violence a monté d'un cran, contre en plus les représentants, on le voit bien ces derniers jours, des forces de l'ordre, on voit bien ces derniers jours tout ce qu'on a pu vivre. C'est impressionnant. Tous ceux qui sont détenteurs d'un peu d'ordre ou d'autorité sont quand même clairement menacés. Et puis effectivement, cette généralisation sur tout le territoire. Et c'est ça l'inquiétude, parce que pour arriver à démanteler ensuite et à mettre en place les sujets. Mais pour revenir, je pense que la population, ce qu'elle attend, c'est effectivement l'application de la loi, de la justice. Au-delà, effectivement, c'est pas forcément
forcément le nombre de policiers. Il y en a, des gendarmes. Non, mais justement, c'est vraiment effectivement l'application. Et les gens ne comprennent pas pourquoi on n'applique pas la loi. On reviendra tout à l'heure sur la plante dans le métro, mais c'est ça. On va aller être vraiment dur avec quelqu'un qui va avoir commis un petit délit. Et puis d'un autre côté, pour ceux qui réellement perturbent l'ordre public et créent la menace sur la population, on n'applique pas la loi, on les met pas en prison, ils sont relâchés. Et même les gendarmes vous le disent, ils font des enquêtes, ils mènent des enquêtes durables. Quand ils arrivent à arrêter les gens, ils sont relâchés. C'est un sentiment d'impuissance totale de l'État et ça renvoie cette image-là. Oui, Régis. Alors, deux petites choses. La première, sur la notion de sentiment d'insécurité. Moi, je trouve ça odieux de mettre ça en avant. En général, on sait très bien qui le fait. On le sait très bien qui le fait. C'est ceux qui ne sont pas confrontés à la catastrophe sécuritaire que connaît notre pays. Alors, on assimile ça à du fantasme. Non, le sentiment d'insécurité, c'est le fruit d'une expérience concrète et pratique. Bon, alors, en plus, les chiffres disent... Effectivement, les chiffres disent la même chose. Ce que disent les chiffres aussi, dans le résultat, et même dans les processus, c'est que il n'y a pas de réponse pénale au développement et à l'explosion d'une forme de délinquance, d'une forme d'insécurité, qui est celle qui pourrit la vie des gens ordinaires. Ça, il y a aujourd'hui, je pèse mes mots en le disant, ça fait un moment déjà que je l'affirme, il y a tout un tas d'infractions qui ont été dépénalisées. Elles ont été dépénalisées. Pourquoi ? Parce que le service public de la justice français est en déshérence totale. On a les budgets les plus ridicules de l'Union européenne, le nombre de magistrats par rapport au nombre d'habitants, le nombre de personnel qui permettrait de faire avancer cette justice. Il y a la réponse pénale, quand on parle de laxisme, il y a une réalité dans ce domaine, mais bon, c'est un débat qui nous emmènerait trop loin. Mais en revanche, il y a aussi la rapidité de la réponse pénale, la réalité de celle-ci. Est-ce qu'on sait qu'il y a 2 millions d'infractions avec auteur connu par an qui ne sont pas poursuivies? Est-ce qu'on se rappelle que M. Dupond-Moretti a fait publier des circulaires disant au parquet français, au parquet des tribunaux, si vous avez des affaires qui sont en enquête préliminaire qui ont plus de 4 ans, vous les classez sans suite. Quel que soit le fond, la gravité des faits, c'était une façon de se débarrasser, de déstocker, parce qu'on n'est pas capable d'y répondre. Et alors ça, je veux dire, l'ensemble de la classe politique, qui se plaint beaucoup lorsque la justice lui tombe dessus, ne se préoccupe absolument pas de ces questions. La question du budget de la justice est simplement, chez nous, une honte. J'entends ce que dit Régis, mais dans les faits, ce budget a fortement augmenté au cours des dernières années. Oui, c'est dépensant sur des jambes de bois. J'entends ce que vous dites, mais je complète seulement. Il faut donner toute l'information à nos auditeurs. Comme le budget a augmenté pour les hôpitaux, mais ne tombe pas sur l'augmentation des personnels soignants, mais tombe sur la strate administrative. C'est ce qu'on a en France. On augmente les budgets pour tout, sauf que ça alimente les dépenses en matière administrative, mais pas du tout pour ceux qui sont opérationnels sur le terrain. C'est ce que ressentent les Français. C'est le fait que finalement, on a de moins en moins de moyens sur le terrain et que pour autant, les budgets augmentent dans tous les domaines. Le ministère de l'Éducation nationale, même combat. Et pour quel résultat au niveau des profs? Rien. Donc c'est le même sujet. Sur la justice, moi je suis persuadé qu'on met des moyens, mais pas forcément là où il faut. C'est aussi une façon de flécher les moyens là où on en a besoin. Et c'est pas ce qui est fait en France actuellement. Le manque de moyens, pour moi, le plus criant, en tout cas, la mauvaise allocation de moyens, c'est le manque de construction des prisons. C'est-à-dire qu'en réalité, on sait très bien aujourd'hui dans la délinquance que c'est 10% des délinquants qui causent 90% des délits, puisque en fait ce sont des multirécidivistes. Et on nous avait promis depuis des années la construction de prisons. Or, on n'a pas vu de prison. Depuis 2007. Donc en réalité, vous pouvez mettre tous les moyens que vous voulez sur la justice. Vous pouvez mettre même des magistrats. Vous pouvez même dire que les magistrats ne sont pas orientés politiquement. Vous imaginez tout ça? Ça fait beaucoup déjà. Et vous pouvez même faire des sanctions, mais si vous ne pouvez pas incarcérer les gens les plus dangereux, c'est ça. Ben, ils continuent. Donc on peut mettre tous les moyens qu'on veut, ça ne fonctionnera pas si on ne construit pas des places de prison. On va continuer donc avec vous, Frédéric, avec ce sondage. Oui, effectivement, j'ai un auditeur qui se moque de mon lapsus. Oui. Alors, déjà, je vais déconstruire votre lapsus. Vous dites Jordan Bardella fait face à Marine Le Pen.
sur les hypothèses de premier tour, oui, les hypothèses de premier tour, ils se tiennent en un point dans une hypothèse face à Laurent Wauquiez. Marine Le Pen est à 34, Bardella est à 35. Dans l'hypothèse face à Bruno Retailleau, Bardella est à 33, Marine Le Pen à 32. C'est clairement l'épaisseur du trait. Moi, ce qui me frappe, et alors c'est peut-être accéléré du fait de la condamnation en première instance de Marine Le Pen, c'est vraiment le fait que le socle RN, que ce soit Le Pen ou Bardella, est quasiment le même. Il y a quelques petites différences par catégorie. Marine Le Pen fait mieux chez les jeunes, Bardella chez les personnes âgées. Marine Le Pen fait plutôt moins bien que Bardella à droite. Et quand on regarde les hypothèses, quand on a un total droite, une addition Bardella-Retailleau, Dupont-Aignan-Zemmour qui dépasse 58-59%, ça interroge. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les électeurs potentiels du RN ne voient pas de différence fondamentale. Tout simplement parce que quand on les interroge en qualitatif, spontanément sur le vote RN, il y a un mot qui arrive, c'est qu'on peut analyser par le terme alternative. C'est une alternative. C'est tous ces discours qui c'est le tour de Marine Le Pen, c'est le tour de Bardella, on ne les a jamais essayés, c'est leur tour, ils ne feront pas pire que les autres. De toute façon, quand on nous dit qu'ils ruineraient la France est déjà ruinée avec 60 milliards de dettes sur les intérêts de la dette à payer. Donc il y a cette chose qui met à distance le choix du joker, si je puis dire, ou le choix de l'incarnation, que ce soit Le Pen et Bardella. Maintenant, ce qui est intéressant dans cette enquête, même s'il faut être très prudent, on a testé des seconds tours, vous connaissez Valérie, mes préventions sur les seconds tours, mais symboliquement, Bardella fait jeu égal avec Édouard Philippe quand Marine Le Pen serait battue. Mais honnêtement, à 2 ans du vote, ça renseigne plus sur la situation politique actuelle que ce n'est un pronostic sur ce qui se passera dans 2 ans. Oui, voilà. Mais 58% pour le bloc finalement de droite, si je prends tout ce qui a été dit, ça veut dire quand même que les Français, en tout cas, ne voient pas dans la gauche une solution pour le pays. C'est un enseignement aussi que je retiens du sondage, c'est qu'on a beau cumuler tous les votes potentiels pour la gauche. Plus de 60 même. Ouais, exactement. Donc ça veut dire que pour quand même la majorité des Français, la gauche pour l'instant ne propose pas une alternative intéressante pour le pays. Moi, c'est aussi une leçon que j'ai retenue de ce sondage. C'est intéressant de le prendre en compte. Il plébiscite le RN. Pourtant, on sait qu'une partie du programme économique du RN est quand même proche de l'extrême gauche, donc ça me pose aussi quelques questions. Et puis, je retiens quand même, et ça, il faut le voir un peu positivement. Alors, c'est mon côté républicain, mais c'est la progression. En tout cas, quand on sonde avec Bruno Retailleau, de Bruno Retailleau, quand on voit où on était au niveau des Républicains il y a quelques années, on sent qu'il y a une progression, en tout cas positive. Voilà. Donc, mais il ne dépasse pas les 10%, Bruno Retailleau aussi. Dans l'hypothèse avec Gabriel Attal, il fait jeu égal avec ce dernier, avec 14 contre 14%. Alors, c'est vrai que dans les hypothèses face à Édouard Philippe, c'est beaucoup plus modeste, mais c'est à chaque fois 2 à 3 fois plus d'intention de vote que Laurent Wauquiez. Mais prudence sur ce match Retailleau-Wauquiez à venir, puisque, je répète, ceux qui vont voter, ce sont les adhérents LR. Et je rappelle toujours qu'en 2012, les enquêtes, pourtant faites correctement, auprès des sympathisants UMP, donnaient 2 tiers de préférence pour François Fillon, contre 1 tiers pour Jean-François Copé. On sait comment ça s'est fini. On va marquer une pause, je vous donne la parole, cher Régis. Dans un instant, vous nous direz ce que vous pensez de ce sondage. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et nous continuons de parler de ce sondage. Je rappelle qu'un sondage, c'est une photographie à l'instant T qui donne un peu une couleur, une photographie de ce qu'est la vie. C'est pas une prédiction sur ce qui va se passer, on le sait, l'expérience nous a montré que... Oui, il y a quand même des expériences où 2 ans avant, les vainqueurs ou les bien placés des sondages confirmaient. Aucun sondage entre 86 et 88 donnant François Mitterrand battu, aucun sondage entre 2006 et 2007 donnant Nicolas Sarkozy battu. Mais voilà. Alors Régis. Je répète toujours. Alors, effectivement, ce sondage est très intéressant en ce qu'il raconte sur la situation politique en France aujourd'hui. Il y a quand même pas mal d'enseignements. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que effectivement, travailler sur l'hypothèse Bardella, ça s'impose parce que la messe est dite. Marine Le Pen ne sera pas candidate à l'élection présidentielle de 2027. Sur le plan juridique et judiciaire, cela n'est plus possible. Cela n'est plus possible. Même si la Cour se prononçait avant le mois de septembre de l'année prochaine, ce qui est déjà difficile, parce qu'il va falloir qu'elle juge François Bayrou avant. Je rappelle qu'il a été... lui a été relaxé, mais il y a eu un appel du parquet et que la procédure est toujours pendante. Elle est largement antérieure à celle du Rassemblement national. Et si jamais la
cour d'appel rendait une décision sans exécution provisoire sur l'inéligibilité qu'elle ne pourra pas ne pas prononcer, c'est l'inéligibilité du dernier jugement, celui qui a eu lieu au mois de mars, qui s'appliquera. Bon, donc... terminé, la messe est dite, ce sera donc Bardella. Moi, ce que je trouve assez surprenant, surprenant, peut-être logique, c'est que candidat jeune, candidat qui a un certain charisme, une certaine image et un certain talent, mais on sent bien que c'est le dégagisme qui joue. C'est-à-dire que la confiance faite à Marine Le Pen s'est reportée très facilement et presque mécaniquement sur Bardella, sur Jordan Bardella. Et donc ça, c'est effectivement, comme l'a dit Frédéric, ça en dit long sur la situation politique dans notre pays aujourd'hui. D'un autre côté, il n'y a aucune raison qu'en Europe, on ne soit pas confronté aux difficultés. On vient d'apprendre que Merz n'a pas eu la majorité, parce que ça devait être le nouveau chancelier. Il avait fait 28% des voix. C'est pas beaucoup, puisque c'est un scrutin un peu différent du nôtre. Starmer vient de prendre une volée, c'est-à-dire dans les élections locales en Grande-Bretagne, par Farage, qui arrive et qui explose. Et je ne parle même pas du résultat des élections roumaines, où le candidat Georgescu, celui qui a été choisi par lui puisqu'il a été disqualifié, passe de 20, parce que Georgescu avait fait 20% au premier tour. Là, il passe à 40 et quelques. Et la candidate d'Emmanuel Macron, il avait eu des vidéos, etc., elle fait 2%, celle qui était soutenue par l'Europe. Donc, non, il y a une situation générale qui concerne l'Europe occidentale qui est très particulière. Sur les... Vous voulez revenir, Jonas Haddad, sur Jean-Luc Mélenchon? Oui, alors je sais que c'est un débat récurrent avec Frédéric Dabi, mais moi je pense régulièrement que Jean-Luc Mélenchon est toujours sous-estimé dans les sondages. Vous donniez tout à l'heure des références sur des sondages, et à chaque sondage présidentiel, quelques mois avant, voire quelques années avant, Jean-Luc Mélenchon est toujours à 7-8, et puis après on dit c'est incroyable, il termine à 20. D'ailleurs, il en a même fait un picto, puisqu'il a mis la tortue, vous savez, le picto de la tortue, et tous ses supporters mettent la tortue en disant on commence toujours à 7-8 et on termine à 20-21. Moi je crois qu'aujourd'hui, avec les manipulations de l'opinion qu'a réalisé Jean-Luc Mélenchon, avec sa volonté d'instrumentaliser toute une partie de la population en important des conflits internationaux sur le territoire national, je pense que malheureusement il est encore sous-estimé, et qu'il est la menace principale de l'extrême gauche dans ce pays, et que l'effet de souffle qu'il peut provoquer peut écraser un candidat comme Glucksmann et peut écraser les autres candidats de gauche. Frédéric ? Je vais répondre à Jonas. Alors, dans cette enquête, si je prends les principales hypothèses, il est autour de 10%. 10%, mais nous testons François Ruffin, qui est de son parti, même s'il y a eu une brouille, qui est autour de 5%. Moi, je dirais qu'il n'y a pas d'automaticité. Jean-Luc Mélenchon, comme vous le savez, a attaqué le travail de l'IFOP et donc de Fiducial, Sud Radio, Figaro et TF1, en disant que systématiquement, l'IFOP le sous-estimait à l'élection présidentielle. On a montré que c'était faux. En 2012, il a même été surestimé. En 2017, le score a été parfait. En 2022, il a été sous-estimé de 3 à 4 points, mais on a quand même donné le fait qu'il n'était pas qualifié pour le second tour. Alors, c'est vrai qu'il connaît toujours, à la différence de Marine Le Pen, une dynamique en campagne présidentielle. Il a connu une dynamique en 2012, en 2017, en 2022. Est-ce qu'il y aura automaticité en 2027? Personne ne peut le dire. Moi, je vois qu'il y a une vraie difficulté à rassembler son électorat de 2022, parce que il y a ces errances, ces phrases, le bruit et la fureur qui agacent beaucoup de monde, ces propos très ambigus sur l'antisémitisme. Il y a le papier du Monde tiré du livre de Monsieur Perreux et Madame Belaïch, qui s'appelle La Meute, si je me trompe pas. Maintenant, voilà, il sait faire campagne. Là, je rejoins Jonas. Il a toujours connu une dynamique, et on peut écrire sur un bout de papier un scénario où il partirait avec ce 10-12% qui correspond au socle traditionnel de la gauche radicale. Je peux même remonter à 2002. 10-12%, c'est l'addition Laguillet, Besancenot, Gluckstein du 21 avril 2002. Il sait faire campagne, il capitalise sur du vote utile, il finit sur du vote communautaire, et ça fait du 18, du 19, du 20%, et une capacité, une possibilité de se qualifier au second tour. En tout cas,
et je reprends l'expression de notre ami François Degroy, il reste l'homme le plus riche du cimetière à gauche, parce que même s'il arrive en tête au premier tour et il se qualifierait pour le second tour, il se fait littéralement écraser, parce que le vote d'élimination, le tout sauf Mélenchon, va être absolument massif dans cette enquête. Prudence bien sûr, c'est 2 tiers, 1 tiers en faveur de Bardella au second tour contre lui. Oui, un face à face, c'est ça, c'est 2 tiers, 1 tiers. Mais Mélenchon est comme beaucoup, enfin pour avoir fait quand même pas mal de campagnes, on voit toujours que la gauche, qui plus est l'extrême gauche, ils savent toujours mobiliser leur électorat. Donc ils arrivent effectivement dans la dynamique, dans la dernière ligne droite, dans une élection, mobiliser, avoir leur socle qui se mobilise, les réseaux qui mobilisent, des fois même on les voit pas sur le terrain, et pour autant ils peuvent faire un bon score parce qu'ils savent mobiliser leur réseau. Après, ça veut pas dire qu'ensuite ils sont capables de franchir la barrière et de passer au second tour ou de mobiliser au-delà de leur réseau, au-delà de leur socle électoral. C'est en tout cas ce que j'ai constaté, sans faire les sondages, mais d'expérience électorale dans les campagnes, c'est ce qu'on mesure. Ce qui est un peu différent de la droite, qui va avoir un rassemblement plus large ou plus différent, mais qui c'est pas toujours mobiliser son électorat ou son cœur ou ses réseaux de la même façon que fait la gauche. D'ailleurs, quand ils font campagne, ils vont pas voir tout le monde. Ils vont voir exclusivement leur réseau, le socle, où ils savent qu'ils vont avoir l'électorat pour eux, quoi. Oui, raison, mais en tout cas, c'est la photographie. Voilà. Alors, vous serez sur le plateau de TF1 le 13 mai prochain ? Alors je ne sais pas. Parce que j'ai vu, Frédéric, que l'IFOP allait participer et lancer un sondage sur le moral des Français. Vous me l'apprenez pas, mais je savais pas que ça a été rendu public. Voilà. Ça a été rendu public dans une dépêche AFP. Donc Emmanuel Macron merci de cette information. Sera invité d'une émission spéciale donc le 13 mai au soir sur TF1. Vous en pensez quoi? Pourquoi faire face à des vrais gens? Non, mais on va encore avoir. Enfin, il va annoncer des référendums. Alors, il veut pas de référendum sur le déficit public. Il veut pas de référendum sur le budget. Il veut pas de référendum sur la fin de vie, il ne veut pas de référendum sur l'immigration. Donc en fait, sur tous les sujets qui intéressent les Français, le président Macron ne veut pas de référendum. Donc on va encore nous sortir des sujets de second rang qui seront sans impact politique, mais comme il fait toujours, on est encore sur de l'effet d'annonce, on a connu le grand débat, on a adoré le grand débat, on va adorer les référendums à la Macron, ça va être exactement la même chose. Donc, vous pensez que c'est pour ça qu'il veut s'adresser aux Français On ne sait pas. Il est possible qu'il fasse une interview et qu'il n'en sorte rien. C'est déjà arrivé. Koh-Lanta va être supprimé à cette occasion. L'épreuve des poteaux sera plus réaliste. Oui, Régis, vous en pensez quoi? Il a raison de parler. Je comprenais pas ce que vous disiez de cet homme. Je pense que la fin de règne de cet homme est sépulcrale. C'est-à-dire qu'il lui reste 2 ans, il n'est pas renouvelable, il n'intéresse plus grand monde. Alors on fait semblant, on a un président qui a un taux de soutien dans la population extrêmement faible. Je rappelle, mon cher Frédéric, que d'ailleurs, quand on parle de l'électorat de François Fillon, il faut récupérer l'électorat de François Fillon. Il ne faut pas oublier qu'il y en a la moitié qui est déjà mort, parce qu'il était surtout soutenu par les boomers. Je fais partie de cette tranche d'âge. Ah bon? Je ne votais pas François Fillon. Vous êtes mort, Régis? Je ne savais pas. Partie de cette catégorie. Non, la moitié n'est pas mort. Il faut être sérieux, mais c'est vrai que François Fillon est arrivé en tête dans l'électorat âgé. Vous avez raison. Ouais. Non, mais aujourd'hui, Emmanuel Macron, et le sondage le démontre, n'intéresse plus grand monde. Au plan international, il essaie d'exister. Pas d'accord. Mais aujourd'hui, je veux dire, et surtout, ses anciens amis, je pense à Édouard Philippe, je pense à Attal, etc., vont surtout vouloir se démarquer. On connaît le système à l'américaine à la fin du 2e mandat, quand il y a eu 2 mandats successifs, tout le monde se démarque du président sortant. Ouais. Donc, et en plus, compte tenu de ce qu'est Emmanuel Macron, effectivement, je trouve que cette fin de règne qui commence bientôt, c'est-à-dire 2 ans avant l'échéance, est spécialement lugubre. Merci pour ces réflexions. Merci à tous les 4. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio.